Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, la journée de l'industrialisation de l'Afrique dans la zone économique spéciale de Glodjibé. L'événement a été célébré par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie Bénin, CIPI Bénin, et l'Agence de promotion des investissements et des exportations APS. Au menu, présentation de l'état physique et une visite guidée de cette zone industrielle qui, il faut le dire, représente le cœur de la politique d'industrialisation mise en place par le gouvernement. Nous parlerons ensuite du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. Les épreuves ont pris fin jeudi dernier à Cotonou et à l'arrivée, 77 enseignants-chercheurs du CAMES ont obtenu le titre d'agrégé dans leur domaine respectif. Une occasion saisie pour distinguer plusieurs autres enseignants dans le rang de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Et puis en fin de journal, il sera question de l'astrologie, considérée comme une pseudoscience ou encore une superstition. Aujourd'hui, la consultation de l'horoscope est chose courante et nombreuses sont ces personnes qui s'attachent aux prédictions. Alors, question, qu'est-ce qui amène les gens à s'intéresser autant aux horoscopes? Vous aurez la réponse avec Ali Moumouni. Voilà pour le sommaire et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Une session que nous allons ouvrir avec la journée de l'industrialisation de l'Afrique dans la zone économique spéciale de Glodjibé. Elle a été célébrée hier vendredi par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie Bénin, CIPI Bénin, et l'Agence de promotion des investissements et des exportations APS. Une célébration faite de présentation et bien sûr d'une visite guidée de cette zone industrielle de Glodjibé. Les détails de cette manifestation avec Oulia Tanoussi et Mofid Sabouh. La zone économique spéciale de Glodjibé se révèle aux acteurs nationaux et internationaux du monde industriel. C'est de cette manière que la Société d'investissement et de promotion de l'industrie Bénin, CIPI Bénin, et l'Agence de promotion des investissements et des exportations APS ont célébré vendredi la journée de l'industrialisation de l'Afrique. GDIZ est une zone industrielle de 1640 hectares créée par le gouvernement de la République du Bénin le 5 février 2020 et dont l'objectif est de faire de notre pays un hub industriel et d'assurer la transformation de nos produits agricoles, notamment le cajou, le coton, le karité, l'ananas, le soja, le bois, etc. Désormais, avec cette zone, nous allons pouvoir attirer des investisseurs dans notre pays et capter de manière beaucoup plus importante la plus-value de nos produits agricoles. Aujourd'hui, 8 mois après le démarrage des travaux d'aménagement de la première phase de la zone, d'une superficie de 400 hectares, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons réalisé plus de 60% des travaux prévus. Cette journée est d'une importance particulière pour le Bénin qui, depuis quelques années, fait du secteur industriel l'un des moteurs de son développement économique. Ainsi, la rencontre vise à présenter la zone industrielle de Glodjibé, les avantages qu'elle offre aux chefs d'entreprise, aux investisseurs locaux et internationaux, l'impact de son développement sur l'économie du Bénin et surtout l'opportunité qu'elle présente pour la jeunesse béninoise en termes d'emploi. Cette zone, c'est la zone, je dirais, d'abord des investisseurs qui sont déjà installés dans notre pays. Donc il est important pour nous de travailler à faire en sorte que cette zone soit une réussite. C'est la raison pour laquelle je veux que nos chefs d'entreprise, nos investisseurs qui sont déjà installés sur place se rendent compte de la formidable chance qu'ils ont d'avoir installé dans cette zone économique spéciale des industries de transformation. C'est très important pour nous que l'ensemble du tissu économique béninois profite de cette zone économique spéciale. Il y a des milliers d'emplois qui sont prévus. Je voudrais que nos jeunes se rendent compte qu'à 45 minutes de Cotonou, il y a une vaste zone qui vont recruter ici plus de 350 000 emplois. Ils vont former des milliers de jeunes. Et donc, il faut que nos jeunes se mettent en capacité de pouvoir occuper ces emplois. La présentation et la visite guidée de cette vaste zone de développement économique de Glodjibé, sur laquelle travaillent près de 1500 personnes, a séduit plus d'un. Il faut reconnaître que le chef d'État a osé
Parce que ça va être vraiment un hub économique qui pourra faire décoller notre pays. Quand on est béninois, il va falloir visiter cette zone pour savoir ce qui se passe ici. Il s'agit d'une révolution industrielle. Ça, je pèse mes mots. Et là, je profite pour saluer le chef de l'État et féliciter le grand travail que fait l'APS, la CIPI aussi. Et je suis fier aujourd'hui en tant que député de venir constater cette loi que nous avons votée pour accompagner le gouvernement dans la mise en place des industries dans notre pays. On commence pas à porter les fruits. Glodjigbe Industrial Zone, GDIZ, développé par la CIPI Bénin, est un partenariat entre le Bénin et le groupe Arise, spécialisé dans le développement des zones économiques spéciales. Le montant de l'investissement pour son aménagement et son développement est d'environ 825 milliards de francs CFA sur une période de 8 ans. Voilà, véritable opportunité d'emploi. Au Bénin, le paysage touristique compte un nouveau site. Il s'agit du complexe touristique à Gwaland. Il renferme surtout un parc zoologique installé à Touba, dans la commune d'Abomey-Calavi. L'ouvrage a été officiellement ouvert au public en milieu de semaine. Le compte rendu de William Clican et Moufid Sabouan est présenté ici par Assimo Kanyassimo. L'amour inconditionnel que nous portons à la nature nous a incité à minimiser les risques, comme celui d'interner des reptiles sauvages, de faire voir des dromadaires sur un territoire plus proche des côtes que du désert, ou encore de laisser découvrir à cette inauguration l'hyène en plein jour. La faune et la flore s'installent en miniature au complexe touristique à Gwaland, avec des animaux tout aussi redoutables que rares en Afrique. Le paysage est pittoresque, pas facile de se remettre très tôt de l'étendue de ce domaine de 10 hectares, hospitalier de ces bêtes féroces et de leurs visiteurs. Plus de 3 décennies de réflexion et d'acharnement au travail pour voir ce projet se concrétiser et s'ériger en un label sous-régional. Il faut de la passion, beaucoup de passion, pour concentrer assez de temps, d'énergie et de ressources dans la réalisation d'un sanctuaire animalier. Il nous a fallu faire un véritable parcours du combattant pour parvenir à cette étape. Rechercher, acquérir, loger et soigner des animaux de la faune, qui plus sont rares, n'est pas chose aisée. Ce complexe qui vient booster l'offre touristique locale permet à tout visiteur de faire simultanément une découverte animalière, végétale, culturelle et, par-dessus quoi, plein de surprises. Son caractère scientifique, ajouté au divertissement proposé, tous les âges décuplent son intérêt pour chacun et pour tous. N'importe qui viendra au complexe touristique à Gwaland y trouvera son compte. Dans un regard admiratif et quelquefois avec une intuition circonstanciellement curieuse, les invités, dont le président de l'Assemblée nationale, ont reconnu la portée touristique et écologique du parc. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un événement exceptionnel. C'est un événement que je pourrais qualifier, sans risque de me tromper, d'historique. Parce que ce qui est fait ici, ce n'est pas pour eux seulement, c'est pour le Bénin. En ce sens que c'est un attrait touristique de plus. Ce monsieur, j'étais recteur quand un beau jour, il s'est présenté dans au bureau pour dire, mais voilà, j'ai tel projet. Et aujourd'hui, je suis dans mon laboratoire et il dit, ce que j'étais venu annoncer, je l'ai réalisé en partie. Tu dois être le parrain, tu dois être l'un de mes invités d'honneur, parce que au-delà simplement du simple visiteur, c'est toi le messager de ce qui se fera ici. Ça montre qu'il a respecté ce que Sénèque disait. Vaincre les obstacles, c'est faire appel à la raison. Et au-delà de la raison, ceux qui peuvent réellement vous servir d'appui, d'ancrage, pour que vous puissiez réellement prendre votre envol de fort belle manière. Il est vraiment à féliciter. Il a investi. L'histoire du Bénin, de ses anciens royaumes et souverains, est aussi gravée au mur à l'intérieur et proposée aux touristes. Avant cette inauguration officielle, le complexe avait reçu la visite du chef de l'État. Voilà, des pas de danse pour magnifier cette merveille de la nature.
Sur tout un autre plan, des acteurs impliqués dans le processus d'identification des personnes réfléchissent bien sûr sur le mécanisme de gestion des plaintes du projet Ouri. Et c'est à la faveur d'un atelier organisé à Cotonou jeudi dernier. Les réflexions ont tourné autour du document élaboré par le consultant, et ceci pour recueillir les observations, les apports et surtout bien sûr des participants. Et l'exercice, lui, s'inscrit dans le cadre du projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu est signé ici Teddy Goudaro. Lancé le 26 novembre 2021, le Bénin, à travers l'accord de projet signé par l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, avait pris l'engagement auprès de la Banque mondiale d'élaborer un certain nombre de documents de mise en valeur du projet. Il s'agit entre autres du plan d'engagement social et environnemental et le mécanisme de gestion de plaintes, pour ne citer que ceux-là. L'unité de gestion Yuri a donc engagé un consultant pour élaborer un projet de document réparti en 12 étapes, ici soumis à l'appréciation des participants. Le mécanisme conçu par le consultant et qui sera ce matin soumis à votre examen pour recueillir des contributions afin de le consolider est un mécanisme construit en 12 étapes. La première précise clairement les modes d'enregistrement des plaintes et griefs au niveau de l'unité de gestion du projet. La seconde étape est celle de la qualification des requêtes adressées et leur affectation en un troisième lieu. Quatrièmement, l'investigation, c'est-à-dire la recherche des solutions juridiques, procédurales, administratives et d'équité requises afin que la préoccupation de l'usager puisse être véritablement prise en compte. La cinquième étape débouche sur la mise en œuvre des solutions. Ces étapes terminées, les réponses sont communiquées aux plaignants et aux requérants avec une évaluation de la satisfaction de l'usager. L'archivage, l'analyse et l'impact des solutions mises en œuvre viennent compléter le processus qui sera bouclé par un rapport adressé à toutes les parties prenantes. Le document soumis à l'analyse des participants de cet atelier prévoit également des réajustements saisonniers pour adapter les dispositions prises aux réalités de terrain. Éducation à présent et fin du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion à Cotonou. À l'arrivée, 77 enseignants-chercheurs du CAMES ont obtenu le titre d'agrégé dans leur domaine respectif. L'occasion a été saisie pour distinguer plusieurs autres enseignants dans le rang de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Nous allons retrouver ici Teddy Goudalo pour le point de la cérémonie. 77 enseignants-chercheurs des universités membres du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur sortent leur épingle du jeu à l'issue du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion. 200 candidats annoncés au départ, 198 y ont effectivement pris part avec à la clé un taux de réussite de 38,89%. Les travaux se sont déroulés dans une ambiance de sérénité, propice à une évaluation objective et remarquablement convergente des mérites des candidats, même si le taux de réussite de la présente session, 38,89, est en recul par rapport à 2009, qui était de 41,54%. À cet effet, je tiens tout particulièrement à congratuler les lauréats de cette 20e édition. Vous constituez, chers lauréats, à n'en point douter, une véritable vitrine de l'excellence au sein de l'espace CAMES. Les travaux scientifiques ont duré 2 semaines et les lauréats repartent avec le titre d'agrégé dans leur domaine respectif, tout en recevant les félicitations du CAMES et surtout du gouvernement béninois. C'est également le moment de reconnaître les mérites de 16 enseignants-chercheurs qui sont élevés au rang de chevaliers et officiers de l'ordre international des palmes académiques du CAMES. Chers collègues récipiendaires, nous pouvons être davantage fiers de ce parcours honorable.
La décoration est un appel à plus de responsabilité et d'engagement. Nous en avons conscience et nous comptons porter ce flambeau pour le rayonnement du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur en Afrique au service du développement avec le concours des uns et des autres. Je veux aussi saluer le courage des candidats qui n'ont pas pu achever la course. Ils n'ont pas démérité, mesdames et messieurs. De toutes les façons, ils ne sont plus les mêmes. La préparation et la participation au concours les ont rendus certainement meilleurs. Chères lauréates et chers lauréats, vous avez su convaincre les jurys de vos capacités d'analyse et de votre connaissance en général. Le séduire par votre personnalité, votre indépendance d'esprit et votre profondeur de vue. Je ne peux que vous en féliciter. Mais il n'y a pas de mérite qui vienne sans responsabilité. Cette responsabilité, c'est tout d'abord celle de l'enseignant qui, pour reprendre les termes d'un auteur, ne doivent être ni inaudibles sous prétexte de science, ni inexacts sous prétexte de pédagogie. Devenir agrégé, c'est aussi, je le crois, épouser la carrière universitaire avec ses libertés, mais aussi ses suggestions. Stop et fin donc du 20e concours d'agrégation des sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion qui semble combler les attentes. La 21e édition qui se tiendra au Niger s'annonce déjà plus intéressante. Voilà, on prend donc date. Direction le département de l'Ouémé, où le préfet a clôturé sa tournée statutaire, a démarré il y a 2 semaines dans les communes relevant de son territoire de compétences. Marié à Tropossou et surtout aller s'enquérir du fonctionnement de ces communes et les difficultés auxquelles elles sont confrontées, bien sûr, dans le processus de développement. Voici le point de l'étape de la commune de Semekoudji. C'est avec Emma Roudonou. Dernière étape de la tournée statutaire du préfet de Lomé, la commune de Semekoudji. Pour se rendre compte de l'état de santé de cette commune, l'autorité préfectorale a écouté le maire Jonas Gwenametor et le secrétaire général de la commune sur les points des activités menées. Ce jour permet également à l'autorité de prendre le pouls du fonctionnement du conseil communal. Au niveau des recettes, pour une prévision totale de 2,325 777 915, le recouvrement de la période suscitée, la période allant du début de l'année à ce jour, s'élève à 1,350 839 983, avec donc un taux de recouvrement pour la période de 58,09%. Si la commune de Semekoudji est un bon élève en matière de développement local, plusieurs difficultés plombent son bon fonctionnement. L'arrondissement d'Ekpé, qui est le plus gros arrondissement de la commune, plus de 100 000 habitants. Et nous vivons là-bas dans un imbroglio total. Pas de voies, la mobilité n'est pas du tout facile. Et les problèmes de lotissement, tantôt on bloque, tantôt on lève la suspension, tantôt on suspend. Il faut que vraiment on en finisse. C'est pour cela que je voudrais prier humblement, Madame le Préfet, de prendre ce problème de lotissement, d'abord de la commune de Semekoudji en général, et de l'arrondissement d'Ekpé. On avait parlé de toutes les filles à l'école. Aujourd'hui, on dit tous les enfants à l'école. Petit groupe que nous avons des écoles ici, dans la commune de Semekoudji, ils n'ont pas d'enseignants. Comment est-ce qu'on peut parler d'une école de qualité sans enseignants? On ne peut pas ériger à Bomekalavi en commune en statut particulier et laisse en rade la commune de Semekoudji. Nous vous faisons notre porte-parole auprès du chef de l'État pour faire un lobbying à cet effet. Parce qu'il est vrai, la loi est votée, on peut encore demander la seconde lecture pour des préoccupations majeures. L'autorité préfectorale dit avoir pris bonne note des doléances et invite autorités communales et populations à poursuivre l'œuvre de développement en cours à Semekoudji. Chère population de la commune de Semekoudji, la ville aux grandes transactions commerciales
aux potentialités économiques et aux dotations naturelles. C'est le lieu de vous dire que les défis à relever nous attendent encore pour le plein essor de la ville de Semekodi, et je reste convaincu que la cohésion, la synergie d'action de tous ces filles et fils permettront de gagner le pari. Cette descente du préfet de Lomé, Maria Potrosou, à Semekodi, vient clôturer 2 semaines de tournée au contact des populations et conseils communaux des 9 communes sous sa tutelle. Voilà, et justement au terme de cette tournée statutaire, et l'autorité préfectorale nous fait ici le point des constats et des échanges qu'elle a eus avec les conseils communaux des 9 communes, bien sûr, sous ta tutelle. Marie Apotrosou est au micro de Emma Rodonou et Thibaut Ahaloupe. Le département de Lomé se porte bien, mais la tournée nous a permis de nous rendre compte qu'il reste encore des défis à relever. Et comme on le dit, et tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Cette tournée nous a permis davantage d'être plus proche de la population et de s'imprégner de leurs préoccupations. Et les questions que nous avons abordées, nous avons passé en revue tout ce qui est relatif au contrôle de légalité exercé par l'autorité de tutelle. Et la question de la prévention et le règlement des conflits au sein des conseils communaux. Et ça nous a permis, ces 2 volets nous ont permis de mettre un accent particulier sur le respect des tests. Le respect des tests et puis le respect de la hiérarchie. Nous avons insisté sur le fait que chaque autorité décentralisée doit encore s'approprier ses droits et devoirs, ses obligations, et rester agir dans les limites de ses prérogatives. Nous avons insisté sur le fait que les décisions doivent être prises dans une approche participative. Et j'ai aussi précisé que l'autorité de tutelle que je suis n'hésitera pas à mettre en jeu son pouvoir de substitution si les divergences et les conflits persistent. Je vais prendre mes responsabilités. S'il y a une persistance de ces conflits, je prendrai ces responsabilités au grand bonheur des populations de nos communes. Voilà, c'était Marie Apotrosou, préfet du département de Lomé. Allons maintenant sur des chantiers de construction pour nous intéresser à ces personnes appelées des aides maçons. Certes, elles n'ont souvent aucune qualification, mais leur rôle est important pour faire avancer les travaux sur les chantiers. De toutes les façons, c'est un job temporaire qui parfois débouche sur un emploi. Les réalités des aides maçons sur les chantiers de construction, c'est un sujet signé Ali Moumouni et Henri Gantier. Ce matin, Claude est descendu sur son chantier pour constater l'évolution des travaux. Depuis quelques semaines, ce chef maçon est sur ce marché de construction d'un immeuble de type R+2. Sur ce chantier, on est à R+2 maintenant. Maintenant, on est au niveau chaînage. On est en train de préparer le niveau hauteur chaînage maintenant. Le ferraille va commencer par poser les fers. Là, c'est le niveau linteau, ça. Après, niveau linteau et à niveau dalle. Pour lancer ce chantier, Claude a recruté plusieurs artisans, parmi lesquels les ferrailleurs et les coffreurs. Il s'est également attaché les services d'autres ouvriers, communément appelés les aides-maçons. Ceux-ci n'ont souvent aucune qualification dans le domaine de la construction, mais ils sont d'une grande utilité pour l'accélération des travaux. Une seule personne ne peut pas construire un chantier. Tu dois besoin de manœuvres qui va te servir, va te prendre de l'eau, du sable. C'est pourquoi on a besoin de manœuvres pour rechercher sur un chantier. Il est nos ambassadeurs et nos yikandi. Sans manquer moyele à te baïkaka et manquer. En baï tout l'eau, mais il est nos ambassadeurs et non. C'est que à papa nous sort mille sous maçon les bords. Actuellement, aucun aide-maçon ne travaille ici. Et comme l'explique le chef chantier, leur recrutement dépend du niveau des travaux
et du besoin en main-d'œuvre. Pour commencer une fondation, on a besoin beaucoup de manœuvres. Mais maintenant, arrivé à certains niveaux, on les loie un peu, après on les interpelle. Souvent, ce sont des personnes qui sont au chômage ou qui ont des difficultés financières qui exercent ce job. C'est un métier temporaire qui permet de joindre les deux bouts. Depuis quelques années, Ézéchiel, étudiant en 3e année à la faculté des sciences humaines et sociales, fait de petits jobs pour subvenir à ses besoins. Il était au début sur le chantier de Claude. Je faisais ce boulot, parce que quand on finit les cours, souvent on reste à la maison, on ne fait rien. Il faut toujours déranger les parents, de l'argent. Ça fait qu'à un âge donné, on n'a plus envie de déranger les parents. Donc il faut qu'on se prenne en charge soi-même. C'est pourquoi on se débrouille avec ce boulot. C'est pas mal, on trouve un peu. Au moment où il y a un chantier, il y a d'autres qui passent pour demander s'il y a du boulot à faire, à nous aider. En ce temps-là, on les interpelle. Mais il y a d'autres qui sont nos connaissances, qui ne font rien à la maison. On est obligé de leur dire de venir travailler avec nous sur le chantier. Au Bénin, les aides-maçons travaillent souvent 8 heures de temps dans la journée. Mais cela varie également d'un chef maçon à un autre. C'est pareil pour la rémunération. Le montant standard tourne autour de 2000 francs par jour. Prix aide locaux, ni 2000 par jour. Et ça dépend, fidèle, minache. Et même il y a 2000 hokele, mais les tiens sur 2500, 3000, 4000 même. Par exemple, ici maintenant, on travaille de lundi. Chez quelqu'un et chez les autres, c'est 7h, mais ici, on travaille de 8h à 18h, 19h comme ça. Et la rémunération, c'est à 2000 francs par jour. D'autres peuvent payer 1500, d'autres 2500. Ça dépend du chef chantier et ça dépend de la zone aussi. Pour être un aide-maçon, il est nécessaire d'avoir un atout physique important. À la recherche du pain quotidien, parfois, il y a des aides-maçons qui finissent par se convertir au métier de maçonnerie. Tout à fait. Avant de mettre un terme à cette édition, parlons de l'astrologie qui est considérée, il faut le dire, comme une pseudo-science ou encore une superstition. Aujourd'hui, la consultation de l'horoscope est chose courante et nombreuses sont ces personnes qui s'attachent aux prédictions. Alors, question, qu'est-ce qui amène les gens à s'intéresser autant aux horoscopes? Voici la réponse que nous donne dans cet élément Ali Moumouni. Ils sont nombreux ces jeunes gens qui s'intéressent aujourd'hui aux horoscopes. Dans les journaux, sur les téléphones portables ou même à la radio, ils ont autant de canaux pour consulter les prédictions journalières de leur signe zodiaque. Je consulte l'horoscope tout d'abord parce que c'est une science bien définie. Elle nous permet de nous guider et puis d'avoir une idée sur ce qui va se passer, par exemple au cours d'une journée, dans un mois et toute l'année. Moi, quand j'ai découvert ça, je me suis dit c'est vraiment important. Et je m'y suis abonné. Chaque jour, je vais lire l'horoscope. Ça me permet de savoir comment la journée sera, de quoi ça sera fait. Avec les prédictions, les passionnés des astres se forgent de nouvelles images. De la tenue vestimentaire à la vie amoureuse, c'est tout un ensemble de dispositions qu'ils prennent pour aboutir à leur destin. Quand je regarde pour aujourd'hui, ça me dit ce qui ne me sera pas vraiment favorable, les trucs que je dois faire, les trucs que je ne dois pas faire. En amour, dans la vie sociale, en famille, et puis sur le plan professionnel. Ça me guide en fait. Par exemple, la couleur que je dois mettre, qui pourrait me porter chance, mon chiffre porte-bonheur, il y a tout ça en fait. Pour moi, ça devient capital dans toutes mes interactions avec les autres. Donc, lorsque vous me dites, par exemple, que vous êtes natif Gémeaux, je sais à quoi m'attendre de vous. Je sais ce que vous faites et c'est vous-même et je sais ce que vous faites et ça, c'est pas vous. Tout ceci part des signes zodiaques. Et selon les explications de l'astrologue Amoussa Raimi, pour mieux comprendre l'horoscope, il faut tout au moins connaître le sens des signes. Ceux-ci sont représentés et symbolisés par des éléments de la nature, à savoir la terre, l'eau, le feu et l'air. Quand vous prenez les signes de terre, c'est lié à l'élément terre, à la lourdeur, à tout ce qui est solide.
Donc les Capricornes, les Vierges, les Taureaux, c'est d'abord des gens, vous verrez, quand réellement ils sont de ces signes, c'est des gens pratiques. Quand vous prenez les signes d'eau, c'est-à-dire Scorpion, Poisson, Cancer, l'émotion domine ces signes. Quand vous prenez les signes d'air, que sont les Verseaux, les Gémeaux et puis Balance, ce sont des gens, ils sont comme l'air. Pour un oui ou pour non, ils sont calmes tout de suite et ils peuvent rentrer dans un état. C'est déjà instable comme l'air. Quand vous prenez maintenant les signes de feu, que sont les lions, les sagittaires et puis les béliers, c'est d'abord ce que nous appelons des êtres brûlants, qui aiment rayonner, qui n'aiment pas se soumettre. À côté de ça, il y a bien d'autres paramètres qui entrent également en jeu. Et ceux-ci, Farage les a bien compris. Lorsqu'on fait une prédiction pour un couple, pour ceux qui sont en couple, ça ne peut pas arriver aux célibataires. C'est forcé, parce que vous n'êtes pas en couple. Lorsqu'on fait une prédiction pour les célibataires, il faut être célibataire et remplissant toutes les conditions, c'est-à-dire tous les éléments qui ont été dits dedans. Sinon, ça ne peut jamais vous arriver. Vous êtes célibataire, on dit si vous êtes célibataire, peut-être vous avez un travail, il va arriver telle chose. Si vous êtes célibataire et que vous êtes oisif, vous ne faites rien, alors comprenez bien que de telles prédictions ne peuvent pas se réaliser dans votre vie. Pour la plupart des temps, les gens s'accrochent aux horoscopes pour voir ce que leur réserve leur journée et par-dessus tout, pouvoir trouver les moyens de la rendre agréable. Mais toutefois, il y a des moments où les prédictions ne se concrétisent pas. J'y crois, je ne sais pas pourquoi j'y crois. C'est pas comme la foi en Jésus-Christ, mais je crois que c'est quand même divin. Elle n'est pas une religion pour moi, mais j'y crois parce que je pense que ça m'aide au quotidien. Faut-il le rappeler, les prédictions astrologiques sont basées sur les signes zodiaques. Ceux-ci sont repartis selon les jours et les mois du calendrier. Voilà, chacun y va de sa conviction. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes et retrouvez-moi demain dimanche si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.